Que la paix règne entre ses épouses. Que son âme repose en paix. Je suis sa première femme, celle qu'il a connue à Douala quand il n'avait rien. Je suis la seule vraie veuve ici. Il vivait avec moi ces 15 dernières années. C'est chez moi qu'il a rédigé son testament. Et il m'appelait mon unique amour. Ouvrons-le, que chacun le voie une dernière fois. Sorcellerie! À Cotonou, où le soleil brûle la peau comme un feu ardent, où les vagues de l'océan Atlantique murmurent des chansons anciennes contre les rochers, et où les mototaxis, appelés émigrants, klaxonnent sans relâche, il existe un quartier à l'écart du tumulte. Ce lieu, caché derrière les immeubles modernes et les étals bruyants du marché d'Antokpa, s'appelle Agbodrafo, un nom qui signifie « lieu de paix » en langue fon. Les manguiers y étendent leurs branches généreuses, les poules grattent la terre rouge, et les vieilles femmes, assises sur des nattes usées, tressent leurs cheveux gris en chantant des mélodies d'un autre temps, transmises par leurs ancêtres. Mais ce matin-là, à Agbodrafo, la paix était brisée, comme un miroir éclaté en 1000 morceaux. Monsieur Kossi Agossou, un homme riche, respecté, ancien chef de quartier, père de 9 enfants et époux de 2 femmes, était mort dans son sommeil. La nouvelle s'était répandue à travers les ruelles poussiéreuses et les grandes avenues de Cotonou, attirant une foule immense dans la cour de sa villa. Des cousins éloignés, des voisins curieux, des amis d'enfance, tous étaient là, murmurant, pleurant, ou simplement observant. Au centre de la cour, 2 cercueils reposaient côte à côte, comme des gardiens d'un mystère insondable. Le premier, ouvert, révélait le corps de Kossi, vêtu d'un boubou blanc éclatant, brodé de fils dorés. Ses mains étaient croisées sur sa poitrine, son visage maquillé par un thanatopracteur semblait paisible, presque vivant. Autour de lui, des fleurs fraîches jasmin odorant, hibiscus rouge, marguerite blanche formaient un tapis coloré. L'odeur de l'encens brûlé flottait dans l'air, se mêlant à celle du café fort que les femmes faisaient bouillir dans de grandes marmites en fer pour accueillir les invités. Le second cercueil, fermé, était orné de rubans rouges et dorés, brillant sous le soleil de plomb. Une plaque en métal y était fixée, gravée d'une inscription « À mon époux bien-aimé, Kossi Agossou. Ta femme Aïcha ne t'oubliera jamais ». Autour de ces 2 cercueils, 2 familles, 2 clans, 2 douleurs, 2 vérités. Les murmures s'élevaient comme une brise agitée, les regards s'échangeaient, lourds de reproches, de chagrin, et d'une tension prête à exploser. Les enfants d'Adjo, la première épouse, se tenaient près du cercueil ouvert, leurs visages fermés. Les enfants d'Aïcha, la seconde épouse, entouraient le cercueil fermé, comme pour le protéger. Et puis, soudain, un cri d'enfant perça le brouhaha. Il s'est réveillé. Un silence glacial s'abattit sur la cour. Les regards convergèrent vers le premier cercueil. Les yeux de Kossi, le mort, étaient grands ouverts, brillants comme 2 étoiles dans un ciel de nuit. La panique éclata. Car ce jour-là, à Agbodrafo, la mort elle-même s'était mise à parler. Kossi Agossou n'était pas né avec une cuillère d'argent dans la bouche. Il avait vu le jour dans un petit village près de Ouida, dans une maison en banco aux murs craquelés par le soleil. Son père, un paysan aux mains calleuses, labourait la terre rouge pour nourrir sa famille. Sa mère, une femme au sourire doux mais au regard déterminé, vendait des ignames et des arachides au marché du village. Ils n'avaient ni eau courante ni électricité, mais leur foyer était riche d'histoires, de chansons et de respect pour les ancêtres. Chaque soir, autour d'un feu de bois, la grand-mère de Kossi racontait des légendes sur les esprits de la forêt et les héros d'antan, plantant dans le cœur du jeune garçon des rêves plus grands que son village. Kossi était différent. Il avait soif d'apprendre. À l'école du village, il dévorait les livres, même ceux aux pages jaunies et déchirées. Il empruntait la radio à pile du vieux Medjay, l'instituteur, pour écouter les nouvelles du monde. À 18 ans, il prit une décision qui changea sa vie, il partit pour Cotonou, la ville des possibles, avec un sac en plastique contenant 2 chemises, un pantalon usé, et 500 francs CFA soigneusement pliés dans une poche. Dans la capitale, Kossi commença humblement.
Il portait des bidons d'eau sur sa tête, marchant des kilomètres sous le soleil brûlant pour livrer les maisons des riches. Puis il vendit des beignets croustillants au bord des routes, apprenant à sourire aux clients même quand la fatigue lui broyait les os. Enfin, il trouva un emploi dans un petit magasin de tissus au marché d'Antokpa, où son sens des affaires fit des merveilles. Il économisait chaque sou, dormait sur une natte dans un coin du magasin, et rêvait d'un avenir où il ne manquerait de rien. Son travail acharné porta ses fruits. À 25 ans, il ouvrit sa première boutique à Dantokpa, vendant des pagnes colorées et des produits importés. Puis une deuxième boutique. Puis il acheta des terrains à Agbodrafo, où il fit construire une villa digne d'un roi, des murs peints en blanc, un toit de tôle rouge, et une cour assez grande pour accueillir tout un village. Il acheta une voiture, une Mercedes noire rutilante, qui faisait tourner les têtes dans les rues poussiéreuses de Cotonou. Mais Kossi n'oublia jamais d'où il venait. Chaque mois, il retournait dans son village, apportant des sacs de riz, des vêtements neufs, et des billets pour les anciens. C'est là, dans la cour de ses parents, qu'il épousa Adjo, une femme du village, connue pour sa sagesse et sa piété. Adjo était une gardienne des traditions. Elle connaissait les prières aux ancêtres, les offrandes à faire aux esprits, et les danses sacrées pour honorer les morts. Ses pagnes étaient toujours impeccables, ses cheveux tressés avec soin. Elle donna à Kossi 6 enfants, 3 garçons, 3 filles, et transforma leur maison en un foyer chaleureux, où les rires des enfants se mêlaient aux chants des anciens. Pourtant, avec le temps, Kossi changea. La richesse et le succès l'attirèrent vers un autre monde, celui des lumières de la ville, des restaurants chics, des soirées animées. Il aimait les costumes modernes, les montres en or, les regards admiratifs des passants. C'est dans cet univers qu'il rencontra Aïcha. Aïcha était l'incarnation de la modernité. Originaire d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, elle avait la peau claire, des yeux pétillants, et une voix qui captivait. Elle parlait un français parfait, portait des robes courtes et des talons hauts, et dansait le coupé décalé avec une énergie qui faisait vibrer les boîtes de nuit de Cotonou. Employée comme secrétaire dans une grande entreprise de téléphonie, elle représentait tout ce que Kossi n'avait jamais connu dans son village, la liberté, l'élégance, l'ambition. Kossi tomba amoureux d'elle comme un adolescent ébloui par une étoile. Il lui offrit un appartement dans un quartier chic de Cotonou, puis, après des années, il l'épousa selon la loi moderne, en mairie, sous les regards envieux de ses amis. Aïcha lui donna 3 enfants, 2 filles et un garçon, qui grandirent dans le luxe de la villa d'Agbodrafo. Ainsi, Kossi vécut entre 2 mondes. Le village, avec Adjo, les prières aux ancêtres, les sacrifices de poulets et les danses sous la lune. Et Cotonou, avec Aïcha, la télévision à écran plat, les soirées entre amis et les musiques modernes. Il se voyait comme un pont entre ces 2 univers, un homme capable de réconcilier la tradition et la modernité. Mais pour ces 2 femmes, il était une source de division. Adjo voyait Aïcha comme une intruse, une femme sans respect pour les ancêtres, qui ne connaissait ni les rites ni la patience des anciens. Aïcha, elle, considérait Adjo comme une vieille femme jalouse, prisonnière d'un passé révolu, incapable de comprendre le monde nouveau. Kossi, au milieu, jonglait entre leurs attentes, mais il savait, au fond de son cœur, qu'il avait semé les graines d'un conflit qui éclaterait un jour. 3 mois avant sa mort, Kossi tomba malade. Tout commença par une toux sèche, qu'il chassait d'un rire en disant « Ce n'est rien, juste la poussière de Dantokpa ». Mais bientôt, des douleurs aiguës lui transpercèrent la poitrine, comme des aiguilles enfoncées dans son cœur. Puis vint la fatigue, une lourdeur qui l'empêchait de se lever le matin. Ses enfants, inquiets, l'emmenèrent à l'hôpital central de Cotonou. Les médecins, après une série d'examens, rendirent leur verdict, froid et implacable, cancer du poumon, à un stade trop avancé pour être soigné. Kossi rentra dans sa villa à Agbodrafo, auprès d'Aïcha. Allongé sur un grand lit au drap blanc, il passait ses journées à regarder le ventilateur tourner au plafond, écoutant les bruits de la ville au loin. Ses enfants, ceux d'Adjo comme ceux d'Aïcha, venaient lui rendre visite, apportant des fruits, des prières, ou simplement leur présence. Mais Kossi, affaibli, sentait que son temps était compté.
C'est dans cette chambre qu'il décida de rédiger son testament. Un notaire, un homme maigre en costume sombre, arriva un après-midi avec une mallette en cuir. Kossi, soutenu par des coussins, parla d'une voix faible mais claire. « Je lègue la villa, la voiture, et la moitié de mes biens à Aïcha et ses enfants. L'autre moitié ira à Adjo et ses enfants, selon la tradition. Mes boutiques à Dantokpa seront divisées équitablement, et mes terrains au village iront à mes fils aînés. » Le notaire griffonna chaque mot, hochant la tête avec sérieux. Mais Aïcha, assise au bord du lit, prit la main de Kossi et murmura, les larmes aux yeux. « Kossi, je t'ai tout donné. Mes années, mes nuits, mon amour. Mes enfants n'ont que toi. S'il te plaît, laisse-moi tout. Adjo a le village, elle a ses traditions. Moi, je n'ai que cette maison. » Kossi, épuisé, ferma les yeux. Son cœur était lourd. Il pensa à Adjo, à ses années de sacrifice, à ses prières silencieuses. Puis il pensa à Aïcha, à sa jeunesse, à son dévouement. Après un long silence, il murmura. « D'accord, mais ne dis rien. Pas maintenant. » Le notaire revint le lendemain, et Kossi signa un second testament, en faveur d'Aïcha et de ses enfants. Tout la villa, les boutiques, les terrains lui revenaient. Adjo et ses enfants étaient exclus. Le notaire scella le document dans une enveloppe, promettant de le garder secret jusqu'à la mort de Kossi. Quand Kossi rendit son dernier souffle, Aïcha, drapée dans une robe noire élégante, annonça à la foule réunie dans la villa. « Il m'a tout laissé. C'est écrit ici, dans son testament. » La nouvelle parvint à Adjo, dans le village, par un cousin qui avait couru jusqu'à sa maison. Elle s'effondra sur le sol de terre battue, les mains dans la poussière, le cœur brisé. « C'est un mensonge !» cria-t-elle. « Kossi m'a promis que tout serait partagé. Et il doit être enterré ici, près de ses ancêtres, sous l'arbre sacré. » Les disputes éclatèrent comme un feu de brousse. Les enfants d'Adjo, furieux, refusaient que leur père soit enterré comme un étranger à Cotonou. Les enfants d'Aïcha, soutenus par leur mère, insistaient pour qu'il repose dans la ville où il avait passé ses derniers jours. Les deux femmes, inflexibles, s'affrontèrent dans une guerre de mots et de larmes. C'est ainsi que naquit l'idée insensée d'un double enterrement, un cercueil pour le village, selon la tradition, et un autre à Cotonou, pour Aïcha et son deuil moderne. Le jour de l'enterrement, la cour de la villa d'Agbodrafo était un océan de monde. Des centaines de personnes s'étaient rassemblées, venues de tous les coins de Cotonou et au-delà. Des cousins éloignés, des voisins curieux, des commerçants de Dantokpa, des amis d'enfance de Kossi, tous étaient là, certains pleurant, d'autres murmurant, fascinés par ce spectacle inédit, 2 cercueils pour un seul mort. Les femmes portaient des pagnes noirs, leurs visages marqués par le chagrin ou la colère. Les hommes, en boubou blanc ou gris, discutaient à voix basse, jetant des regards vers les cercueils. Une grande tente blanche avait été montée pour protéger les invités du soleil brûlant, et des chaises pliantes s'alignaient en rang serré. Les odeurs de l'encens, du café et des plats de poissons frits préparés par les voisines emplissaient l'air. Au centre de la cour, les 2 cercueils dominaient la scène. Le premier, ouvert, montrait Kossi, préparé avec soin par un thanatopracteur. Son visage était lisse, ses sourcils dessinés, ses lèvres légèrement rouges, comme s'il allait se réveiller pour saluer la foule. Des fleurs fraîches jasmin, hibiscus, marguerite formaient un lit coloré autour de lui. Le second cercueil, fermé, brillait sous les rubans rouges et dorés. Une grande photo de Kossi jeune, en costume moderne, souriant, était posée dessus, et la plaque en métal proclamait l'amour éternel d'Aïcha. Adjo était assise près du premier cercueil, entourée de ses 6 enfants, tous vêtus de noir. Elle priait en silence, un chapelet en bois dans les mains, murmurant en fond. « Lagbala, papa, veille sur ton fils, guide son âme vers la paix. » Ses enfants, les aînés surtout, gardaient les yeux baissés, mais leurs poings serrés trahissaient leur colère. Ils n'acceptaient pas l'idée que leur père soit revendiqué par une autre femme, une autre famille. Aïcha, elle, se tenait debout près du cercueil fermé, droite comme une reine.
Elle portait une robe noire élégante, ses cheveux relevés en un chignon parfait. Elle ne pleurait pas. Ses yeux balayaient la foule, comme pour défier quiconque oserait contester son droit. « Mon mari est ici », disait-elle à ceux qui s'approchaient. Même si son corps part au village, son âme restera dans cette maison, avec moi et mes enfants. Dans la cour, les enfants jouaient, inconscients de la gravité du moment. Des garçons lançaient des cailloux dans un coin, riant quand l'un d'eux ratait sa cible. Des fillettes dansaient en silence, leurs petites robes colorées contrastant avec les tenues sombres des adultes. Mais l'air était lourd, chargé d'une tension qui semblait sur le point d'exploser. Soudain, tonton Kofi, l'oncle de Kossi, se leva. À 87 ans, il était le dernier des frères Agosu, une figure respectée dans la famille et au-delà. Vêtu d'un boubou blanc immaculé et d'un chapeau traditionnel orné de perles, il s'appuya sur sa canne en bois sculpté et parla d'une voix grave qui imposa le silence. « Mes frères, mes sœurs, mes enfants, aujourd'hui, nous enterrons un grand homme. Kossi Agosu était un fils, un frère, un père, un mari. Mais avant de le laisser partir, nous devons nous unir. Pas de dispute, pas de haine. Le mort ne voit pas, mais les ancêtres, eux, voient tout. » La foule se tut, suspendue à ces paroles. Le corps de Kossi sera enterré au village, près de l'arbre sacré, selon la tradition, continua tonton Kofi. Mais ici, à Cotonou, nous ferons une cérémonie d'adieu. Le cercueil vide est un symbole. Il doit rester vide, pour montrer que l'âme de Kossi est libre. Il se tourna vers les porteurs, des jeunes hommes en chemise blanche, debout près du second cercueil. Ouvrez le deuxième cercueil. Qu'on voit qu'il est vide. Et qu'on en finisse. Les porteurs hésitèrent, jetant un regard inquiet vers Aïcha. Madame Aïcha a dit qu'il devait rester fermé, murmura l'un d'eux. Ouvre-le, ordonna tonton Kofi, sa voix tonnant comme un coup de tonnerre. Je suis le chef de famille. J'ai parlé. Les hommes s'approchèrent, leurs mains tremblantes défaisant les rubans rouges et dorés. Ils soulevèrent le couvercle avec précaution. La foule retint son souffle. Et puis, ils reculèrent en criant. Le cercueil fermé était ouvert. Et à l'intérieur, un corps. Un homme, vêtu d'un boubou blanc identique à celui de Kossi, les mains croisées sur la poitrine, le visage paisible. Il était la copie parfaite de Kossi, jusqu'au moindre détail, la même mâchoire carrée, les mêmes rides au coin des yeux, la même cicatrice discrète sur le front. La foule explosa en un chaos de cris et de murmures. « Et quoi ? C'est impossible. Il n'y a qu'un seul corps. Lequel est le vrai ?» Adjo se leva d'un bond, trébuchant presque dans sa hâte. Elle courut vers le premier cercueil et toucha la main de Kossi. Elle était froide, rigide, morte. Puis elle se tourna vers le second cercueil, les yeux écarquillés. Le corps était identique, jusque dans la manière dont les doigts étaient entrelacés. « C'est un fantôme !» hurla une vieille femme, tombant à genoux et se couvrant le visage. « Non, c'est un double. Un jumeau maléfique !» cria un homme, brandissant un chapelet comme pour se protéger. Aïcha, livide, recula, ses talons claquant sur le sol de la cour. « Je n'ai mis personne là-dedans. Je le jure. J'ai commandé un cercueil vide pour mon deuil, rien d'autre. » Tonton Kwaku s'approcha lentement du second cercueil, sa canne frappant le sol à chaque pas. Il scruta le visage du mort, ses yeux plissés par l'âge et la suspicion. Soudain, il pâlit, comme s'il avait vu un esprit. « Ce n'est pas Kossi, » murmura-t-il. « Quoi ?» cria Adjo, sa voix tremblante. « Mais si. Regarde. C'est lui. » « Non, » dit tonton Kofi, la voix brisée par l'émotion. « C'est son frère jumeau. Kofi Agosu. » Un silence de mort s'abattit sur la cour. Les oiseaux eux-mêmes semblaient s'être tus. « Kofi » demanda quelqu'un dans la foule. « Mais il est mort il y a 20 ans. » « Oui » répondit tonton Kofi, les yeux fixés sur le corps.
Il a disparu dans la forêt sacrée après une dispute avec Kosi. On a dit que les esprits l'avaient puni. Son corps n'a jamais été retrouvé. Et maintenant, il est là? Dans un cercueil? Après 20 ans? Personne ne comprenait. La peur et la confusion régnaient, comme un brouillard épais enveloppant la cour. Soudain, Timité, le petit garçon de 6 ans, fils d'Aïcha, pointa un doigt vers le premier cercueil, ses yeux grands ouverts. « Regardez. Il bouge. » Tous les regards se tournèrent. Le corps de Kosi avait ouvert les yeux. Un cri perçant déchira l'air, faisant sursauter la foule. « Il est vivant. Il est vivant. » Les femmes tombèrent à genoux, certaines priant, d'autres hurlant. Les hommes reculèrent, trébuchant dans leur panique. Aïcha, figée, laissa échapper un cri strident, ses mains couvrant sa bouche. Adjo, elle, resta immobile, les yeux écarquillés, fixant son mari comme si elle voyait un miracle. « Kosi » murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Le mort bougea lentement. Il s'assit dans son cercueil, ses mouvements raides, comme ceux d'un homme émergeant d'un sommeil profond. Ses yeux étaient vides, ses lèvres sèches et craquelées. Il balaya la foule du regard, puis parla d'une voix rauque, presque surnaturelle. « Pourquoi, 2 cercueils ?» Personne n'osa répondre. Le silence était si profond qu'on entendait le bruissement des feuilles dans les manguiers. « Pourquoi, 2 femmes pleurent-elles pour moi ?» Adjo s'effondra à genoux, les mains jointes, des larmes coulant sur ses joues. « Kosi, mon amour, tu es revenu. » Mais Kosi ne la regardait pas. Ses yeux, durs comme la pierre, se posèrent sur Aïcha. « Toi, tu as signé mon testament, tu as pris tout ce que j'avais. » Aïcha tremblait, incapable de parler, ses jambes vacillantes. « Non, je voulais juste protéger mes enfants. » « Et toi, Adjo, dit Kosi, sa voix s'adoucissant légèrement. « Tu m'as enterré sans mon accord. Tu as dit que j'étais à toi, mais tu m'as laissé seule. » Un silence oppressant enveloppa la cour, comme si le temps lui-même s'était arrêté. Et puis, l'impensable se produisit. Le deuxième corps, celui du frère jumeau, bougea à son tour. Il s'assit lentement, comme un pantin animé par une force invisible. Ses yeux s'ouvrirent, et il parla d'une voix grave, empreinte de douleur. « Tu m'as volé ma vie, Kosi. Tu m'as pris ma femme. Tu m'as pris mon héritage. Et tu m'as laissé mourir dans la forêt sacrée. » La foule hurla de terreur, un chaos de cris et de prières. Certains s'enfuyaient, trébuchant sur les chaises. D'autres restaient figés, incapables de détourner les yeux. « 2 morts qui parlent. C'est un miracle. Ou un malheur ?» cria une femme, s'agrippant à son pagne. Tonton Kwaku tomba à genoux, levant les mains vers le ciel. Les ancêtres sont en colère. Les esprits reviennent. Kosi regarda son frère, des larmes brillant dans ses yeux. Kofi, je t'ai cherché, pendant des années. J'ai cru que tu étais mort. Tu m'as cherché ? Cria Kofi, sa voix tremblante de rage. Tu m'as abandonné. Tu as dit que j'étais mort pour prendre ma part. Tu as pris ma femme, mes terres, mon nom. Et maintenant, tu meurs, et tu veux encore tout ? Les 2 frères se levèrent, chacun sortant de son cercueil. Ils se tenaient face à face, comme des ombres d'un passé douloureux, leurs silhouettes presque identiques sous le soleil déclinant. La cour entière recula, saisie d'effroi, tandis que les enfants se serraient contre leur mère, les yeux écarquillés. Soudain, le ciel s'assombrit, comme si un voile invisible avait recouvert le soleil. Un vent froid, inhabituel pour un après-midi brûlant, balaya la cour, faisant tourbillonner les feuilles des manguiers. Les chiens du quartier se mirent à hurler, et les poules s'éparpillèrent en caquetant. Une voix ancienne, profonde, venue de nulle part, résonna, faisant trembler les cœurs. Kosi Agosu. Kofi Agosu, vous avez trahi la paix. Vous avez brisé les liens du sang. Vous avez laissé la jalousie, la convoitise et le mensonge régner dans vos cœurs.
C'était la voix des ancêtres, puissante et implacable, comme le grondement d'un orage lointain. Tonton Kwaku, les mains tremblantes, cria. Prosternez-vous. Les esprits parlent. La foule s'exécuta, tombant à genoux dans un mouvement collectif, comme des vagues s'écrasant sur la plage. Seuls les deux frères restèrent debout, face à face, comme deux accusés devant un tribunal invisible. Vous serez jugés, continua la voix. Celui qui a menti, qui a trahi, qui a volé, ne connaîtra pas le repos. Celui qui a aimé en vérité, trouvera la paix. Kossi se tourna vers Aïcha, son regard perçant. Tu as dit que j'avais tout laissé à tes enfants, mais c'est faux. Mon premier testament, celui que j'ai signé devant le notaire, partage mes biens entre vous deux. Tu as menti pour tout prendre. Aïcha baissa la tête, ses joues inondées de larmes. J'ai paniqué, balbutia-t-elle. Je voulais protéger mes enfants. Ils n'ont que moi. Et toi, Adjo, dit Kossi, sa voix s'adoucissant. Tu m'as enterré sans attendre, sans respecter mes dernières volontés. Tu as dit que j'étais à toi, mais tu as ignoré mon cœur. Adjo pleura, sa voix brisée par le chagrin. Je voulais que tu sois enterré selon la tradition, pour que ton âme repose près des ancêtres, sous l'arbre sacré. La paix ne vient pas des rites, tonna la voix des ancêtres. Elle vient du cœur. Kofi prit la parole, sa voix tremblante mais résolue. Moi, j'ai été trahi. Kossi, tu m'as volé ma vie, ma femme, mon avenir. Mais, je ne veux plus de vengeance. Je veux que la vérité soit dite. Je veux que la famille soit unie, comme nos parents l'auraient souhaité. Un silence profond enveloppa la cour, comme si le monde entier retenait son souffle. Kossi ferma les yeux, comme s'il cherchait une réponse dans les profondeurs de son âme. Puis il parla, sa voix claire malgré sa faiblesse. J'ai vécu avec 2 femmes, mais je n'ai aimé qu'une seule. Adjo. Celle qui a marché avec moi depuis le début, dans la pauvreté, dans la douleur. Celle qui a supporté mes fautes, mes absences, mes erreurs. Celle qui a élevé mes enfants sans jamais se plaindre. Aïcha s'effondra à genoux, le visage dans les mains. Mais, je t'ai aimé aussi, murmura-t-elle, la voix brisée. Oui, dit Kossi doucement. Mais l'amour ne suffit pas. Il faut la vérité. Il faut le respect. Tu as voulu tout prendre, Aïcha, mais tu as oublié que l'amour ne se mesure pas en biens. Il se tourna vers son frère, des larmes roulant sur ses joues. Kofi, je t'ai cherché. J'ai cru que tu étais mort. J'ai pleuré ta perte, j'ai offert des sacrifices aux ancêtres, j'ai prié pour ton âme. Mais tu étais vivant, caché dans la forêt sacrée, blessé, oublié. Kofi baissa les yeux, sa colère s'évanouissant. Oui, murmura-t-il. J'ai survécu, seul, dans la forêt. J'ai mangé des racines, dormi sous les étoiles, porté par la colère. Mais mon cœur était mort. Alors, aujourd'hui, dit Kossi, je te rends ce que je t'ai pris. Mes terres, mes biens, mon nom. Et je te demande pardon. Kofi pleura, ses épaules secouées par des sanglots. Et moi, je te pardonne. Les 2 frères s'étreignirent, leurs silhouettes se fondant dans une étreinte pleine de douleur et de réconciliation. La foule, toujours à genoux, regardait en silence, émerveillée par cet instant de grâce. À cet instant, un miracle se produisit. Les corps des 2 frères commencèrent à briller d'une lumière douce, presque irréelle, comme un lever de soleil sur l'océan. Puis, lentement, ils s'élevèrent dans les airs, leurs silhouettes devenant floues, comme des âmes enfin libérées. La voix des ancêtres résonna une dernière fois, plus douce, apaisée. Le mensonge est puni. Le pardon est récompensé. L'amour vrai triomphe. Et les 2 frères disparurent dans le ciel, laissant la cour silencieuse, baignée d'une paix nouvelle. Après ce jour, plus personne ne parla de double enterrement. Le cercueil vide fut fermé, et le corps de Kossi fut transporté au village, où il fut enterré sous l'arbre sacré, près des tombes de ses ancêtres, selon la tradition. Une grande cérémonie eut lieu,
avec des danses, des chants, et des offrandes de poulet et de vin de palme pour apaiser les esprits. Mais Aïcha ne fut pas rejetée. Adjo, dans un geste d'une rare grandeur d'âme, l'appela près d'elle alors que la foule se dispersait. « Nous avons toutes les deux souffert, dit-elle, sa voix douce mais ferme. Nous avons toutes les deux aimé Kossi, à notre manière. Aujourd'hui, nous devons élever nos enfants ensemble. Pas comme deux femmes rivales, mais comme deux sœurs unies par le même homme. » Aïcha, les yeux pleins de larmes, hocha la tête. « Tu as raison, Adjo. J'ai eu tort. Je veux que nos enfants grandissent dans la paix. » Les deux familles se réunirent dans la cour de la villa, sous les manguiers. Elles partagèrent un repas de pâtes rouges et de poissons frits, préparés par les femmes du quartier. Les enfants jouèrent ensemble, riant pour la première fois depuis des jours. Les anciens chantèrent des chansons traditionnelles, et même Aïcha, habituée aux musiques modernes, se joignit à eux, apprenant les paroles en fond. Le petit imité, celui qui avait crié « Il s'est réveillé », devint une légende à Agbodrafo. Les gens disaient qu'il avait été touché par les esprits, qu'il pouvait voir ce que les autres ignoraient. Chaque fois qu'il passait dans les ruelles, les vieilles femmes lui offraient des bonbons, murmurant qu'il était béni par les ancêtres. Des années plus tard, l'histoire des deux cercueils était encore racontée à Cotonou, dans les marchés, les écoles, et autour des feux de camp. Les anciens la partageaient avec les jeunes, ajoutant chaque fois un détail nouveau, une leçon supplémentaire. Ils disaient que la mort n'est pas toujours la fin. Parfois, c'est un réveil de la vérité, un réveil du cœur. Ils disaient que les ancêtres ne punissent pas ceux qui pleurent, mais ceux qui mentent. Ils récompensent ceux qui pardonnent, ceux qui cherchent la paix, même dans la douleur. Et l'amour vrai, celui qui unit les âmes au-delà des erreurs, des jalousies et des rivalités, n'a pas besoin de deux cercueils. Il a besoin d'un seul cœur, grand et sincère. On raconte qu'à Agbodrafo, certains soirs, quand la lune est pleine et que les étoiles scintillent comme des diamants, deux silhouettes marchent dans la cour de la villa. Deux hommes, côte à côte, silencieux, paisibles, leur boubou blanc flottant dans la brise. Si tu passes devant la maison à minuit, tu peux entendre une voix douce murmurer. La paix est possible. Et les enfants du quartier, les yeux brillants, jurent avoir vu les ombres de Kossi et Kofi, main dans la main, veillant sur leur famille, sur Agbodrafo, sur le monde. Morale du conte. Celui qui vit dans le mensonge enterre son âme avant sa mort. Celui qui choisit la vérité et le pardon, marche déjà avec les ancêtres.